Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous verrons si le courant passe entre nous. Nous vous invitons à écouter pour comprendre. Et vous avez raison. Et sur écouter pour comprendre, souvent en écoutant, il sort enfin une formule qui nous permet d'avancer. Nous recevons aujourd'hui le président du SMEM, M. Ralph Monplaisir. M. Ralph Monplaisir, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Florent Grabin, Monsieur Puma, Mesdames, Messieurs les téléspectateurs, bonjour et merci d'avoir pensé à m'inviter pour parler, d'après ce que je crois, d'une problématique cruciale en cette période de l'année. Oui, effectivement, nous rentrons dans la période cyclonique qui, 13 juillet, 30 novembre, on est en période cyclonique. Et c'est la période où on a tous les risques, surtout le risque de coupure de courant, lié très souvent au manque d'élagage. Effectivement, l'élagage dans nos territoires d'outre-mer, à ODE, les îles, même la Guyane, c'est une grosse problématique. Parce que, comme m'avait dit une fois, à l'époque, M. de Verclos, qui était le directeur technique, le directeur au Conseil général, oui, du service technique, comme vous le savez, M. Grabin. DDST. Voilà, et qui était avant ça directeur adjoint de la DDE. Il m'avait dit, vous prenez un bâton d'allumette, monsieur Monplaisir, vous le mettez par terre, vous le jetez, vous revenez un mois après, vous avez une touffe de bambou, une forêt, en un mois. L'image était effectivement forte, mais elle traduit la vérité. Vous avez à peine nettoyé en période, dans la période dans laquelle nous entrons, surtout, vous avez à peine nettoyé que ça a repoussé. L'élagage, c'est quelque chose qui est capital pour assurer la continuité de la livraison de l'électricité sur l'ensemble du territoire. L'élagage est quelque chose de délicat parce qu'il incombe aux propriétaires. Il incombe aux propriétaires, ça coûte cher. Et vous savez, quand vous avez des gens qui sont agriculteurs ou pas, et qui possèdent une clôture linéaire de l'ordre de 100 mètres le long de la voie, réalisée avec le plus souvent ce qu'on appelle le gliricilla, qui pousse à très vive allure, et même les autres arbres qui eux aussi poussent et repoussent, c'est quelque chose qui est dangereux, qui est embêtant, parce qu'en période cyclonique, le vent, quand il a soufflé, il casse les branches, il jette les arbres, et en dessous, vous vous retrouvez avec les lignes de basse tension, les réseaux basse tension en 220 volts qui sont tout de suite affectés et des quartiers entiers qui peuvent se trouver privés d'électricité parce qu'il n'y a pas eu d'élagage. Alors l'élagage coûte cher. L'élagage coûte cher. Pour les propriétaires, c'est compliqué souvent. Et puis, derrière, ce sont les municipalités qui se retrouvent obligées de faire l'élagage en question. C'est pour ça qu'au sein du SMEM et en collaboration avec EDF, nous avons mis en place des procédures pour justement pouvoir élaguer le plus possible avec les moyens financiers dont nous disposons. Mais à la condition première que le propriétaire vous laisse accéder. Ça, évidemment, mais vous savez, quand l'élagage
effectivement, il arrive que des propriétaires soient un peu réticents de voir entrer, couper, élaguer. Mais après, quand ils sont sans courant, parce que justement, il n'y a pas eu d'élagage, ils sont les premiers à comprendre. Et vous savez, quand il y a la coupure, moi je dois dire que les municipalités, quand il y a eu le cyclone, quand il y a eu le mauvais temps, quand il y a eu une tempête, une dépression, quand il y a eu les coupures, les municipalités, automatiquement, et toutes les municipalités mettent leurs équipes sur le terrain pour nettoyer, enlever et faire en sorte que les services d'EDF puissent revenir, remettre le courant et remettre les branchements. C'est pas facile pour EDF. C'est pas amusant pour EDF. C'est pas amusant pour le personnel d'EDF. Parce qu'il arrive souvent que ce personnel, dont ce n'est pas la vocation, la fonction, se trouve eux-mêmes obligés de prendre les coutelas pour dégager des lignes, permettre de remettre l'électricité dans des quartiers qui en sont privés, sachant qu'en plus, une ligne électrique à terre, c'est dangereux pour tout le monde, et qu'évidemment, ce sont les gens autorisés, expérimentés, seuls qui peuvent toucher à ces lignes, donc les gens d'EDF. C'est une problématique, vous avez raison aujourd'hui de parler de ce problème, et moi tout ce que je peux dire, je demande au nom de mes collègues maires, au nom de mes collègues du SMEM, dont je ne suis que le représentant, un élu choisi par eux pour parler en leur nom, le président, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, quand vous pouvez, n'hésitez pas, élaguer, il vaut mieux prévenir que guérir. La dia averti par qu'à tuer les femmes en caille. Où peut dire ça? On a eu des accidents, par exemple, au Gomorron. On a vu un bœuf complètement boucané lors d'un éclair. Oui, et personne n'a pu le manger. Et il était sous un 20 000 volts. C'était même pas un 63 000, c'est un 20 000. Non, c'est un 20 000, tout à fait. Oui. Et effectivement, EDF pose un pylône, s'il ne fait pas attention, au bout d'un mois, 2 mois, ça fleurit. Tout de suite. Tout de suite, ça fleurit. Tout de suite. Et nous avons, à mon niveau, j'ai eu à signaler à l'un des directeurs d'EDF. J'observais sur l'autoroute, juste derrière la galeria, il y a 23 000 volts, où il y avait des branches qui grimpaient dedans. J'ai fait la photo, je lui ai envoyé. Et dès le matin, ils sont passés. Mais oui, faire le job. parce qu'il faut dire les choses aussi. Ça va très vite. Très, très vite. On voit quelque part, c'est propre. Et puis quelques temps après, effectivement, ça a eu le temps de repousser. Donc, ça demande une attention permanente et particulière, M. Grabin. Et en cette période de l'année, plus que jamais, il faut que tout le monde comprenne que l'élagage est nécessaire. Il faut se préparer pour la saison qui arrive. Oui. Et dans la servitude de passage EDF, qui est clairement identifiée pour les 63 000 et 20 000 volts, et même pour la basse tension, puisque ça traverse pour aller chez le propriétaire d'un côté et autre, porter le courant. Sans courant, on n'avance pas. Non. L'énergie, c'est le secret de la vie. Oui. Et on constate une chose, c'est compliqué, difficile de faire comprendre, entendre raison aux administrés. Ben vous savez, la nature humaine aime la facilité et la simplicité. Et la nature humaine veut que ne se réveillent les sensibilités que quand on est confronté à une réalité négative. Tant qu'elle est positive, ça va bien, ça fait quoi, ben la aller, m'en satisfait. Puis le jour où il y a le problème, et alors effectivement là, on dit, mais qui me dit, mais à pas qu'à élaguer, mais à pas qu'à nettoyer comme une non. Oui, bon. Et, ou bien, et le SPEM, sans notre café, ça pas qu'à nettoyer. Mais il faut que tout le monde comprenne que ce n'est pas normalement le rôle de la collectivité que d'élaguer les propriétés
2 tiers, c'est le propriétaire qui est légalement responsable. Et ça va même plus loin. Imaginez-vous qu'il n'y ait pas eu un élagage et qu'à la suite de ça, il y ait un accident grave. Qui est responsable? Le propriétaire. C'est surtout le propriétaire. Hein? Oui, oui, aussi, au départ. Ah oui, parce que le propriétaire n'a pas élagué. Et la loi vous dit, nul ne doit l'ignorer. Alors évidemment, derrière, alors tous les problèmes arrivent sur le SMEM, alors d'abord sur le maire. Accident grave, le maire est responsable. Ensuite, le SMEM, accident grave, le SMEM est responsable. Et ensuite, EDF. Alors il y a toute une chaîne comme ça qui est déclenchée parce qu'il n'y a pas eu d'élagage. Et souvent, c'est pas grand-chose. Hein, Alors il y en a pour qui c'est compliqué, je viens de le dire. Hein. Quand vous êtes un petit agriculteur, que vous avez une vingtaine de bœufs et que vous les avez clôturés, 100 mètres linéaires à élaguer, ça peut être compliqué financièrement. Mais enfin, de notre côté, il faut le faire. Alors, en dehors de l'élagage, le SMEM s'occupe de tout ce qui est réseau. Oui. Alors, la complication, souvent quand nous posons la question, les téléspectateurs reviennent vers nous. Qui est exactement propriétaire de ce réseau? EDF ou le SMEM? Ah non. Le réseau appartient au SMEM. SMEM. Le concessionnaire, c'est EDF. Le SMEM a un contrat de 30 ans avec EDF pour assurer justement ce travail de concession. Le passage du courant. Oui, c'est le rôle d'EDF. EDF se doit aussi, dans le contrat, à respecter des clauses, comme l'entretien du réseau. Il faut savoir que ce contrat est actuellement en pleine discussion de renouvellement pour 30 ans, et que justement les choses ont évolué, le monde a changé, et qu'il y a des discussions pour essayer de faire quelque chose de le plus convenable possible, parce que ça va être pour 30 ans. Et les choses vont vite. Et nous savons tous très bien que ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivrons dans 10 ans, ce ne sera pas forcément la même chose. Donc c'est difficile et compliqué de tout prévoir. L'anticipation se fait. Il faut anticiper et il faut essayer de prévenir. Mais on est en pleine négociation, mais c'est un contrat qu'EDF a avec le propriétaire. Le SMEM est propriétaire de ce réseau. Ça, c'est pour les 30 ans à venir. Pour oui. Les 30 ans pour les basses tensions, oui. Et dans les 30 ans à venir, nous avons un autre risque naturel qui vient vers nous. C'est le réseau basse tension dont je vous parlais. Haute tension, c'est EDF qui est propriétaire. Oui, basse tension, c'est tout ce qui est 220 volts, oui. À partir du transfo, bien sûr, voilà. Jusqu'à la télévision, non, puisque c'est jusqu'au compteur. Oui, oui. Qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, alors par rapport à tout ça, avec l'élévation du niveau de la mer, nous avons le réseau périphérique de l'île, 25 communes qui seront impactées par leur partie basse, qui sera sous l'eau. Nous avons des réseaux enterrés, nous avons que l'on prenne EDF, que l'on prenne Orange aujourd'hui, tout ce qui est téléphonie, même la téléphonie mobile, nous avons tout ça. Est-ce que dans ce contrat, vous avez prévu là, cet éventuel changement? C'est un changement qui est certain. Il est documenté. Alors, vous savez ce qui se passe, c'est que quand vous avez du réseau aérien, vous le déplacez relativement facilement et relativement vite. Vous pouvez déplacer et ne prenez pas ça pour quelque chose qui doit se faire, mais nous avons eu par exemple à Lens-Mitan un poteau électrique qui était sur une petite butte entouré d'eau. La mer avait avancé et le poteau était là. Bon, le courant circulait, mais c'était pas la place pour un poteau. Non. Donc on l'a déplacé, bien entendu, les travaux ont été faits, EDF et tout. L'enfouissement, c'est quelque chose d'important. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment, ni n'importe où.
Vous savez, quand vous avez une panne sur un réseau aérien, vous la trouvez relativement vite et vous dépannez très vite. Quand vous avez une panne sur un réseau souterrain, c'est beaucoup plus compliqué de trouver où est la panne et de dépanner. On en a eu un exemple il y a quelque temps. Nous avons eu 24 heures de coupure sur Casse-Pilote et quelques jours après, une douzaine d'heures à Sainte-Luce. C'était des réseaux souterrains sur lesquels il y avait un problème et il a fallu du temps pour détecter où était le problème et pour réparer. Donc, on parle d'enfouissement, oui, c'est quelque chose de bien, mais moi-même, avec mon expérience vécue à la présidence du SPEM, je constate que ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Ce n'est pas simple. C'est pas toujours la meilleure. Nous avons, en l'occurrence, nous avons en Martinique 70% de notre réseau moyenne tension est sous terre. C'est beaucoup, hein. C'est un des territoires nationaux où il y a le plus fort pourcentage d'enfouissement de réseaux moyens. Mais pour ce qui concerne le littoral, il est évident que dans le contrat qui est en discussion, il est tenu compte, et c'est les discussions, de la réalité que nous vivons maintenant de plus en plus et qui est aujourd'hui une évidence, le changement climatique, l'évolution de ce climat, l'évolution de l'environnement à partir du climat. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ce contrat que nous discutons, EDF et nous, en parfait partenariat, en toute franchise, transparence, on le discute ensemble de façon très raisonnée, car nous ne savons pas. Regardez comment aujourd'hui, subitement, on découvre quelque chose dont on avait conscience, mais pas de la vitesse à laquelle ça allait se passer. On disait, il y aura 1 degré d'augmentation de température d'ici X années, ça va augmenter, l'eau va monter de... Mais on a 5 degrés au-dessus de la température habituelle en Martinique depuis des semaines. 5 degrés au-dessus. Tous les matins, mon épouse, la première chose qu'elle fait, elle regarde la météo, elle regarde. Et bon, on vit avec 5 degrés au-dessus de la moyenne depuis plusieurs jours. Ça veut bien dire quelque chose. Mais c'est arrivé subitement. C'est arrivé vite, non. Ça s'est passé, puis flouf, on y est. Oui, mais au départ, on a contesté très fortement c'est bien ce que je tous vous les dis. scientifiques qui mettaient en garde. Voilà. Dont Jean Jouzel, que nous avons fait venir en Martinique, et qui nous a expliqué la réalité locale. Et pour l'instant, on constate une chose, administrativement parlant, nous ne sommes pas encore prêts. C'est-à-dire que vous savez, c'est toujours très compliqué de faire bouger l'administration, quelle qu'elle soit. Dans le privé aussi, il ne faut pas croire, dans les très gros groupes, faire bouger l'administration dans un très gros groupe, c'est pas facile, c'est lourd. C'est quelque chose de lourd qu'une administration dans de grosses sociétés. Or, dites-vous bien que l'administration gouvernementale, si je puis dire, les administrations de municipalités, des EPCI, des ministères et tout, c'est lourd. Et c'est pour ça que souvent c'est compliqué. Mais je pense qu'ils sont de plus en plus conscients, en général, les gens, qu'il faut aller plus vite parce que le monde n'attend pas et on vit dans un monde de la vitesse, le monde du TGV, le monde qui malheureusement, nous avons eu cet accident avec ce magnifique avion qui était le Concorde. Ben, c'était la vitesse et on a la vitesse aujourd'hui. Avant, on va tout arriver. Ben, voilà.
Et aujourd'hui, nous avons la vitesse de la communication. Ça se passe instantanément. La communication mondiale, elle est instantanée. Donc on est dans un monde de vitesse. Et malheureusement, il faut toujours prendre son temps pour bien faire, mais nous avons une problématique, le temps nous court après. Donc, disons que le temps politique et le temps de la réalité, je dirais, écologique, il y a une fosse abyssale. Tout à fait. Et toujours dans l'élévation du niveau de la mer, mais dans le réchauffement, le réseau actuel électrique, est-ce qu'il va supporter, je dirais, cette surcharge de température? Alors, selon les grands experts, il faudra y penser. Écoutez, on a une certaine chance, si je puis dire, c'est que nous avons pris du retard sur notre réseau, le renouvellement de notre réseau. Le retard, il a pour effet qu'aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus à ce renouvellement, mais avec des méthodologies modernes, avec du matériel moderne, et c'est pourquoi nous pouvons espérer, puisque vous savez, notre réseau, il faudra bien, pour qu'on le revoie complètement, entre 5 et 10 ans. D'ici là, j'espère, je pense que nous aurons vu une évolution dans la technologie, comme je vous dis, et dans les matériaux, qui nous permettra, confronté à la réalité, d'avoir du matériel qui réponde. Parce que vous savez, on ne cherche à soigner une maladie que quand elle est là, malheureusement, et on ne pense pas à l'avance qu'on va ou on ne sait pas qu'on va être malade. Alors, le SMEM, aujourd'hui, EDF aujourd'hui, tout ça n'est pas parti d'une page blanche. Beaucoup de personnes qui nous regardent là, en ce moment, ne connaissent même pas l'époque où on a eu l'aspect des EM. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez de cette époque? C'est mon plaisir. Absolument, nous avions la SPDEM, qui était une société dont beaucoup de Martiniquais avaient des actions, et qui a été cédée à EDF, mais la SPDEM était la société d'électricité de la Martinique, société de production. Électrique martiniquaise. Absolument. Et l'unité de production se trouvait à Croisé-Magnoc, à Sainte-Thérèse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là? Absolument. Il y a juste le tuyau qui ramenait le mazout. Absolument. Vous avez une bonne. Ah oui, vous connaissez bien. Je sais que c'est un quartier qui vous est un peu. Oui, mais c'est pas l'amener. C'est bien ce que je dis. C'est un quartier qui vous est un peu familier. Oui. Et aujourd'hui, vous avez là maintenant des opérations commerciales, des bâtiments commerciaux. Des bâtiments modernes. Mais oui, c'est là qu'il y avait la SPDEM. Président, je pense quand même, avant de nous partir, que l'on puisse faire en sorte que les jeunes aujourd'hui d'EDF puissent connaître l'aspect DM, les combats qui ont été menés, les lourds combats qui ont été menés à l'époque. Oui. Et l'arrivée de l'EDF, c'était sous Giscard, l'arrivée de l'EDF en Martinique, et depuis, qu'on puisse savoir qu'il y a eu quelque chose de fort à l'époque. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, ce serait peut-être une bonne idée que le SMEM porte un intérêt à refaire un peu l'histoire de l'électricité à la Martinique. Parce qu'il y a une histoire, et elle est certainement méconnue par beaucoup de gens maintenant, mais l'histoire, c'est l'histoire, et je proposerai à mes collègues qu'on travaille justement à l'histoire de l'électricité à la Martinique, et qu'on parle un peu de ce qu'a été la SPDEM, ses actionnaires, je parle des Martiniquais qui avaient cru, qui étaient dedans, et puis qui nous a donné du courant. Moi, je me souviens étant jeune, c'était la petite lampe à l'époque. Absolument, et vous aviez dans les communes rurales ou les communes loin, vous aviez des enfants le soir qui faisaient leur travail scolaire avec une petite lampe. Ou à la bougie. À la bougie.
lampe ou bougie. Et il y a un de nos sous-préfets qui était originaire des Anses d'Arlay, et je sais qu'il avait raconté à l'époque comment c'est avec une lampe ou une bougie qu'il faisait son travail scolaire. L'eau, c'est aujourd'hui, l'électricité tic-tac, c'était pas ça hier. Alors, si parmi les téléspectateurs, parce qu'il y en a encore des anciens de l'aspect des M vivants, s'ils peuvent venir ici pour qu'on puisse échanger avec eux, c'est à savoir que, ce serait bien que vous puissiez les inviter, M. Grabin, les faire parler. Oui, c'est une invitation que je lance. Vous attachez beaucoup d'importance à notre patrimoine. C'est ce que j'allais dire. À cette Martinique, à ce qu'elle vit, à son évolution dans tous les sens du terme, et surtout l'évolution dans l'environnement et tout ce qui touche à l'environnement. Parce que dès qu'on fait quelque chose, comme par exemple placer une ligne électrique, c'est l'environnement. Placer une ligne de téléphone, c'est l'environnement. Je sais que vous y attachez beaucoup d'importance, M. Grabin, et le travail que vous faites pour les Martiniquaises et les Martiniquais dans des domaines comme l'eau, l'énergie, les plages. Oui, mais c'est une bonne idée, M. Grabin. Et toujours à ce propos, notre inquiétude, la formation qui a été mise aujourd'hui en place pour que toute cette équipe, tous ces anciens soient, pour que le renouvellement se fasse normalement. Absolument. Alors vous êtes à quel niveau en termes de formation? Eh bien, nous, même, justement, on est très attachés à la formation et c'est en permanence qu'on soutient tous les projets qui vont dans ce sens. Et je vais vous dire quelque chose, M. Grabin. La formation est très importante pour l'élagage. Nous avons un besoin de personnes qui savent comment on fait pour élaguer. C'est pas couper pied bois. Non. Et nous avons des chantiers d'insertion qui ont été mis en place à Espace Sud pour former justement des jeunes ou moins jeunes à la fonction, la profession d'élagueur. Parce que c'est un métier. Et aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin, parce que n'oubliez pas non plus que nos territoires se développent, il y a de plus en plus de monde, donc on est contraint de donner de l'électricité à tout le monde, d'aller dans des endroits de plus en plus souvent reculés, et dans ces endroits-là, il faut élaguer, parce que souvent on est dans des endroits, je ne dirais pas perdu, personne n'est perdu en Martinique, mais dans des endroits un peu éloignés. Bien boisés. Voilà. Et donc, on a besoin de formation en élagueur. Et ça, je sais que nous, au SMEM, EDF, on y travaille. Et Espace Sud a mis en place cette formation pour les élagueurs. Mais il n'y a pas que. Non. Il y a d'autres professions, d'autres métiers. Ah ben, par exemple, les soudeurs, je vais vous répondre. Je vais vous dire. Pour les monnaies, pour vous avez d'autres métiers et justement dans le cadre du réseau à renouveler et autres, on a besoin pour les branchements, les extensions de réseau et tout, on a besoin de gens formés et souvent on n'a pas suffisamment. Donc là, on est en train de réfléchir à cette formation dont nous avons besoin. Là, nous changeons un peu de sujet. Nous parlons maintenant. Oui, mais dans l'électricité, c'est sûr. Pour avoir l'électricité, il faut brancher. Il faut brancher et tout. Et ça, on a besoin de gens formés dans ce domaine et on y travaille. Oui, parce que c'est pas l'élagage seulement, le métier de l'électricité. Et justement, dans le monde moderne, nous avons de nouvelles professions qui apparaissent pour l'électricité, par exemple, parce que nous avons ce qu'on appelle les réseaux intelligents. C'est-à-dire, ce sont des réseaux qui se gèrent par eux-mêmes. À distance. Et cette gestion se fait parce que il y a des nouveaux compteurs. Il y a les nouveaux compteurs, il y a les nouvelles boîtes de connexion qui font que
s'il y a une coupure sur un secteur, automatiquement le réseau tout seul va changer le circuit de l'électricité pour aller amener le courant. Or, tout ça, ce sont des professionnels qui doivent connaître ça, et donc il y a toute une formation dans ce domaine-là aussi. Président, je ne sais pas quel sentiment, qu'est-ce que vous, quand vous écoutez l'actualité au niveau national, qu'ils ont de grosses coupures au niveau national, qui sont des fois obligés de faire appel à nous, et de voir avec fierté comment l'intervention antillaise, doumienne, se met en place et fait passer le courant. Oui, il y a eu des problèmes dans l'Hexagone qui ont découlé de circonstances nouvelles, souvent, parce que dans l'Hexagone, ils découvrent des vents à telle vitesse, cette vitesse. Ils sont tropicalisés. On est beaucoup plus habitués. Et pour l'Hexagone, c'est souvent une nouvelle problématique. Et il y a découle de ça des secteurs complets coupés d'électricité avec un personnel EDF qui n'est pas habitué à ce genre de problème, et ce sont des personnels EDF de la Guadeloupe ou de la Martinique qui ont été envoyés en métropole souvent pour apprendre à leurs collègues de métropole comment faire face à ces problématiques auxquelles nous, on est habitués par les réalités de la vie. Nous avons toujours eu des vents et des cyclones, et l'Europe découvre de plus en plus ce que c'est que le cyclone ou le mauvais temps. Oui, alors en termes de modernisation, nous avons à l'époque avec M. Michel Durand, l'ancien directeur de l'EDF, on s'était posé la question, on discutait, on disait, Monsieur le directeur, votre production électrique à la Pointe des Carrières génère beaucoup de chaleur, beaucoup d'eau chaude reversée dans la baie. On a tenté de faire en sorte que cette eau chaude soit réutilisée pour transformer en eau froide pour faire de la climatisation sur la CACEM. Et là, nous avons échoué politiquement. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour relancer la machine? Écoutez, vous dire que moi je suis prêt à relancer la machine, c'est quelque chose qui est une problématique EDF. Je ne peux pas m'immiscer des affaires d'EDF. Oui, mais en tant qu'homme politique. En tant qu'homme politique, ça peut être effectivement une suggestion. Mais je vais vous dire, vous avez également, dans la plaine du Lamentin, vous avez l'eau chaude qui ne peut pas être utilisée pour produire de l'électricité parce qu'elle n'est pas suffisamment chaude, mais qui peut permettre de faire du froid. Et il y a toute une réflexion qui est menée par les autorités compétentes, les élus de la collectivité, les élus qui sont ce qu'on appelle le programme territorial de maîtrise de l'énergie, comme les élus du SMEM, et vous avez les services de l'État à travers l'ADEME et autres qui réfléchissent fortement à la solution de produire du froid pour alimenter des centrales de climatisation, comme par exemple l'aéroport, les grandes surfaces, les grands centres commerciaux, les hôtels et autres, qui pourraient bénéficier justement de cette énergie pour produire du froid. Et à ce moment-là, à partir du moment où on utilise une énergie de ce type-là, ça veut dire qu'on utilise moins de courant, et quand on utilise moins de courant, on protège l'environnement. Donc, la meilleure on dit toujours que la meilleure des énergies renouvelables, c'est de ne pas moins consommer d'électricité. Donc, mais aujourd'hui, Président, moins consommer d'électricité, bravo, mais pour charger il me faut de l'électricité. On programme de faire rentrer que des voitures électriques, il faut de l'électricité. Et tout ça, tout à fait, c'est pour ça qu'on travaille sur les énergies renouvelables. Mais l'énergie renouvelable, le solaire, nous sommes le département français le mieux ensoleillé au niveau national. On a échoué en matière de panneaux solaires.
Nous avons beaucoup de panneaux solaires en Martinique qui sont devenus aveugles. Manque d'entretien. Vous savez, c'est comme toute chose. Vous savez, vous êtes aux Antilles, vous avez une maison, elle est toute neuve, elle est bien peinte, puis très rapidement, les couleurs changent. Oui. Les couleurs changent parce que, malheureusement, c'est une des contraintes auxquelles nous sommes habitués dans les îles, et notamment ici, par exemple, c'est comme les autres îles. Le problème des panneaux pas forcément entretenus, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des progrès qui sont faits dans ce domaine parce que les gens n'avaient pas réalisé au départ qu'un panneau solaire qui est sale, c'est moins d'électricité qu'il produit. Donc il y a effectivement un genre de formation à faire. Il faut que les gens apprennent à utiliser mieux ce qu'ils ont en main. Maintenant, nous avons une problématique, c'est que nous devons gérer nos espaces et les panneaux solaires, c'est surtout sur des bâtiments qu'on peut les mettre. Oui, les parkings de centres commerciaux. Des choses comme ça. Oui. On ne peut pas les mettre n'importe où pour prendre de l'espace. Et la Martinique est un peu particulière parce que, à la différence d'autres territoires d'outre-mer, la Martinique est obligée de saupoudrer, d'avoir un petit peu de chaque. On ne peut pas faire de l'hydroélectricité, on peut faire des mini. Bon, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle... l'hydrogène. Pardon ? L'hydrogène. Alors, on travaille sur l'hydrogène, bien sûr. Et il y a des projets sur de l'hydrogène vert, parce que l'hydrogène produit peut être verte ou grise. L'hydrogène verte, c'est celle qui est produite sans CO2. Donc, mais nous avons des choses comme dans le Nord, on est en train de travailler. Il y a un appel d'offres qui est parti. Pas un appel d'offres, pardon. Il y a une enquête publique. Oui, qui est lancée. Oui. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez une STEP qui se fait dans le Nord. Oui. Donc, c'est une chose. Vous avez un peu sur l'hydrogène, vous avez un peu d'éolienne. Mais on est obligé de saupoudrer parce que la Martinique ne peut pas dire qu'elle bénéficie des conditions qui permettent d'avoir pour une énergie renouvelable une vraie force. De plus, les énergies renouvelables, il faut savoir que ce n'est pas tout le temps qu'il y a la nuit, il n'y a pas de soleil. Il y a des fois où le vent est tombé, ce qui fait qu'il faut pouvoir stocker. Et ça, il y a un travail derrière à mettre en place toutes les capacités de stockage qu'on peut pour pouvoir utiliser ce courant au moment où on en a besoin et où il n'est pas produit. Et c'est pour ça que nous avons également besoin de notre concessionnaire EDF et de sa production d'électricité aujourd'hui au fioul, mais avec une volonté, je sais qu'ils ont, d'évoluer vers une énergie moins productrice de CO2 et plus alternative, plus renouvelable. Alors, Président, quand nous analysons tout cela... Pardon ? Quand nous analysons tout cela... Oui. On observe une chose, le principal frein, c'est l'octroi de mer. Je m'explique. EDF, c'est celui qui a le plus gros chèque d'octroi de mer à verser à nos collectivités. C'est lui qui consomme le plus de fioul. Donc, si on veut rentrer dans le processus renouvelable, il n'y a pas d'octroi de mer sur le solaire, sur le soleil. Alors, est-ce que c'est pas ça, l'un des éléments freins? Cher Monsieur Grabin, comme d'habitude, vous êtes un titilleur. Monsieur Grabin, nous sommes partis d'élagage, vous m'amenez à l'octroi de mer. C'est un élagage. C'est un élagage. Et je souhaiterais, Monsieur Grabin, rester dans le domaine qui est le mien. J'ai des collègues, effectivement, qui sont très compétents, peut-être sûrement plus que moi, pour réfléchir à la problématique de l'octroi de mer et de ce que pourraient être les revenus
à partir des productions d'énergie renouvelable. Il y a des EPCI et puis il y a la collectivité et il y a la chambre de commerce, mais ça relève plus de leur travail. Alors vous m'excuserez si je vous dis, pas mettez moins à d'un canari qui pâte à moins. M'en peut parler puis pas derrière, je peux discuter avec eux, mais vous n'allez pas me faire ouvrir ma bouche ici à la télévision pour que mes collègues me disent « Et Ralph, pourquoi tu as dit ça et tout ça ?» À juste titre, parce que je ne suis pas obligé de dire des choses intelligentes, peut-être pas des bails qui couillonnades. Donc, M. Grabin, ce que je connais, oui. Ce que je ne connais pas, gardez-le pour vous, hein, avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour le grand journaliste que vous êtes. Je ne suis pas journaliste. Je suis un simple observateur. Mais c'est un vrai journaliste. Un simple observateur qui fait le travail de ceux qui devraient l'avoir fait. Là, il y a un problème qui se pose. Nous sommes citoyens, vous êtes maire. Quand vous faites votre budget, vous avez la dotation globale et l'octroi de mer. Oui, M. Grabin. Donc, il a sauté en côté. Or, je vous dis, monsieur mon plaisir, le principal chèque, c'est EDF. Si je coupe la boîte sur laquelle je suis assis, le courant ne passe plus. Donc, monsieur vous avez Grabin, raison. Vous avez raison. Je ferai venir. C'est pas que je ferai. J'ai tout fait pour faire venir ici des personnes spécialisées dans cette affaire. Nous ne savons pas pourquoi ces personnes refusent de venir. De quoi ces personnes ont-elles peur? Alors, il n'y a pas qu'à venir, c'est moi qui couillon. Non, c'est pas ça, Madou. Ah bon? C'est pas ça, Madou. Moi, pose une question. Qui est concerné? Puisque, où mais, donc, pour clarifier octroi de mer. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. Maintenant, ce sont des choses qui se discutent. Bon, c'est pas mon rôle. Parole coup de fini vite. Parole coup de fini vite. Parole gonome. Oui. Remettons notre pile, notre batterie. Oui. Pousser à l'embrayage. Nous allons pousser à l'embrayage là, à présent. Oui. De plus en plus, on fait une grosse publicité pour les voitures électriques. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu au SMEM pour pouvoir me brancher et remplir mon bac? Alors, je vais vous répondre. La voiture électrique, quand je suis arrivé au SMEM, à la présidence du SMEM, j'étais président de l'agence martiniquaise de l'énergie qui existait à l'époque aussi. À ce moment-là, j'ai trouvé tout un tas de gens qui disaient on va vendre des voitures électriques et il est évident que les vendeurs de voitures étaient très motivés par ça. J'ai freiné tout ça. J'ai dit vous ne pouvez pas vous mettre à vendre des voitures sans savoir qu'on peut mettre le courant. En plus, les gens vont aller se brancher le soir chez eux, c'est déjà le moment où on a besoin du courant, donc j'ai ralenti l'opération. Bien entendu, je ne pouvais pas bloquer ça, mais j'ai ralenti beaucoup cette opération en tant que président du SMEM. On a pris nos responsabilités au SMEM, on a eu des réunions à ce sujet, et la responsabilité également est passée dans le commun des élus, de tout le monde, à réaliser la problématique. Aujourd'hui, au SMEM, nous travaillons sur la recherche des mises en place du réseau de recharge électrique pour les tiers. Moi, il y a une chose, j'ai dit que mettre des recharges électriques, c'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus que le jour où vous faites disparaître l'essence, les gens ne s'arrêtent plus dans les stations, et les stations, ce sont des gens qui vivent. Vous avez des employés, et puis vous avez des propriétaires de stations, ils ont tous leur famille, leurs enfants, ils font des études, demain ils n'ont plus la station, qu'est-ce qu'ils font? On met encore des gens dans la rue. Et d'ailleurs, nous avons les mécanismes. Voilà, donc il faut réfléchir à tout ça, ce n'est pas tout de mettre des bornes d'électricité partout pour que les gens se chargent, il faut le faire avec intelligence, dans l'intérêt de toutes et de tous. De plus, vous avez des capacités des productions qui vont apparaître pour que les gens puissent s'arrêter dans les stations pour prendre des recharges d'électricité à partir de ce qui pourra venir de l'hydrogène. Il y a d'autres choses qui permettront aux stations de produire de l'électricité peut-être pour... Donc, il y a tout un travail qui est en cours en ce moment. Il y a pas seulement au SMEM, mais la collectivité territoriale de la Martinique travaille de façon très, très sérieuse sur ça. Nous avons le programme territorial de maîtrise de l'énergie où il y a l'ADEME
le SMEM, EDF, l'ADEAL est présidé par la collectivité et on travaille à justement assurer par la suite la possibilité aux gens qui achètent des voitures de pouvoir avoir du courant pour leurs voitures sans gêner le commun des mortels, celui qui a besoin d'allumer sa cuisinière électrique ou sa maison. Ou celui qui a son appareil respiratoire. Ou l'appareil respiratoire, parce qu'on n'a pas suffisamment d'électricité. Donc il faut savoir comment faire, c'est pour ça que les énergies renouvelables également sont très importantes dans cette venue de la voiture électrique. Avant de nous quitter, Président. Déjà, on va content moins, mon vieux. Non, allons-y, je vous écoute, cher collègue. La déconstruction de Bellefontaine, elle est loin d'être terminée et nous sommes tombés sur justement l'absence d'individus sachant tenir un chalumeau en Martinique. Alors vous savez, là vous allez sur le territoire, sur le terrain de la formation, mais c'est dans beaucoup de domaines qu'il faut que les gens soient formés. Et je sais que quand la nouvelle centrale avait été construite, justement, il fallait des soudeurs spécialisés. Ils les avaient fait venir, je crois, d'Espagne. Il y a ceux qui sont venus d'Ukraine. D'Ukraine, beaucoup. Et pour faire ce travail, je pense que des Martiniquais ont profité, bénéficié un peu de ça, et qu'il y en a qui ont pu apprendre, parce qu'on apprend à côté de ceux qui savent. Et aujourd'hui, nous avons un besoin dans beaucoup de domaines de formation, et pour que les gens ne fassent pas ce qu'on appelait à l'époque le chocage. Nous ne sommes plus à l'époque du chocage, parce que les réalités ne plaisantent pas et la sécurité est devenue plus que primordiale. On y pensait, mais on y pensait un peu, tandis que maintenant on est conscient que la sécurité c'est capital. Primordial. Et ça peut amener très 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 loin. Absolument. En électrocution à Dancaille, pour mauvais branchement et autres. Et justement... Vous pouvez juste dire là. Voilà. Et ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on prenait le courant, on envoyait pour le voisin, on allait, on se branchait sur le poteau électrique public et puis on mettait du courant chez soi. La petite pêche crocodile. Voilà. Mais aujourd'hui, ça devient... Enfin, c'est de moins en moins possible parce que justement, avec toutes les technologies modernes qui permettent de gérer mieux l'électricité, vous savez, avec l'éclairage public et ce qui a été mis en place dans les communes par le SMEM pour permettre aux communes d'avoir un éclairage public au LED avec des armoires gérées et tout, on a diminué dans ces communes-là de 60% la dépense de la commune en électricité publique. Quand on payait 100 €, on paie 45 € maintenant d'éclairage public. Il y a 55 € qui sont sauvés, donc ils peuvent servir ailleurs. Et on constate avec le nouveau compteur, mais il s'appelle ce compteur. Alors, le compteur intelligent. J'ai oublié son nom. Moi, je l'appelle le compteur intelligent. Je l'appelle la Macquel. On lui donne tous un nom. Non, ils savent localement. Mais c'est un compteur qui vous permet de savoir de façon précise, le moment venu, à n'importe quel moment, quelle est votre consommation électrique, si vous êtes en pointe, pas en pointe, et vous pouvez demander à EDF de moduler, de diminuer, pour vous la puissance, d'augmenter, tout ça à distance. C'est l'intelligence artificielle. Hein. Et le dernier point, parce qu'on le voit au niveau national, dans le monde il y a des gars qui ont fait faillite, l'augmentation de l'électricité. Faut-il s'attendre à cette arrivée chez nous? Vous savez, n'oubliez pas que nous, on suit le tarif de l'Hexagone. Donc, quand ça augmente dans l'Hexagone, nous, on augmente aussi. Quand ça baisse dans l'Hexagone, nous, on baisse aussi. On est liés. Et c'est quand même des choses qui sont importantes pour nous. C'est que ça nous permet quand même d'être protégés. Parce que si on n'avait pas ça, je peux vous dire que l'électricité coûterait beaucoup plus cher ici. Parce qu'en réalité, nous bénéficions de cet avantage qui fait que nous sommes dans l'ensemble du territoire national. Il y a la péréquation et ça permet de tenir les tarifs mieux qu'on ne pouvait. Président, c'est toujours avec plaisir qu'on discute.
C'est réciproque. qu'on porte les informations aux téléspectateurs. Si vous avez une conclusion à faire, ce serait laquelle? Eh bien, ce que je dirais... Pour que la lumière fût. Eh bien, je ne sais pas si je serais intelligent dans ma conclusion, mais moi, ce que je dirais, c'est que nous sommes rencontrés aujourd'hui pour l'élagage. Donc, je vais conclure sur l'élagage. Et je dirais, s'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, messieurs, toutes celles et ceux qui sont propriétaires d'arbres oui, qui ont la possibilité de faire élaguer ces arbres-là quand ils sont en bordure de lignes électriques ou même téléphoniques, parce que c'est la même problématique pour le téléphone, s'il vous plaît, élaguer avant la période cyclonique. Ça ne va pas tuer votre arbre, au contraire, avec les pluies, ça lui donnera encore plus de jeunesse, mais vous protégerez toutes celles et ceux qui habitent autour de chez vous. Ne laissez pas le cyclone arriver pour qu'on vous dise il y a eu un arbre qui est tombé à tel endroit, il n'y a pas de courant, il y a 40, 50, 60, 70 maisons sans courant pour un arbre. L'élagage, c'est une nécessité comme exactement se couper les stifs. Absolument. Ou se couper les ongles. Je me suis taillé les ongles ce matin parce que ça repousse. Ou et je suis content d'avoir mes ongles. Oui, en tout cas, Président, il y a une chose que nous disons aux téléspectateurs, en conclusion, d'éviter de planter un arbre sous une ligne qui traverse notre terrain. Très souvent, nous avons vu des personnes planter après un cocotier, manguier, tout ce qu'on veut, et que ça monte dans la ligne haute tension ou moyenne tension qui passe. Oui, ça, malheureusement, c'est le cas. Et fort heureusement, il y a des gens qui sont assez compréhensifs pour permettre qu'une ligne passe au-dessus de leur propriété pour amener le courant pour les voisins. Parce que c'est une des problématiques qu'on a souvent ici. Et c'est normal aussi, chacun est maître de sa propriété. Et quand on a quelqu'un qui a besoin de courant et qui voit que le courant est à 50 mètres de chez lui, mais qui ne peut pas l'avoir parce qu'il y a une propriété entre chez lui et le départ du courant, et qu'il faut mettre un poteau électrique ou faire passer la ligne au-dessus de la propriété, la loi veut que le propriétaire du terrain puisse accepter ou refuser. Et souvent, on a cette problématique ici. On oublie la notion, il y en a l'autre, il y en a l'autre. Merci encore, Président. Merci de m'avoir reçu, cher Monsieur Grabin. Comme toujours, vos questions sont précises, réfléchies, pensées, et vous savez défendre l'intérêt, la cause commune de l'environnement. Ça, je le sais. Merci encore. C'est pour la Martinique, pour une Martinique autrement. Merci.